présente, Dr Khadija Salemi, je suis assistante en dermatologie au CHU Hedi Sheker de Sfax. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie vivement Dr Chtourou pour l'invitation, le comité d'organisation, Dr Gelmazi. Merci beaucoup et j'espère que je serai informative et brève. Donc aujourd'hui, on va parler du mélanome, approche diagnostique et expérience tunisienne. Alors, je commence par vous montrer cette photo, donc une de nos belles plages tunisiennes, un moment estival tant adoré par plusieurs, mais malheureusement, tous les gens ne se protègent pas bien du soleil par oubli ou par négligence, et le soleil, c'est ennemi caché de notre peau. Pourquoi? Parce que en fait, le soleil, c'est le premier facteur de risque des cancers cutanés. Quand on dit cancer cutané, on va dire carcinome basocellulaire, c'est donc le cancer d'origine épithéliale le plus fréquent, heureusement. Pourquoi heureusement? Parce qu'il est à malignité locale, il ne métastase pas. Ensuite, nous avons moins fréquemment donc, les carcinomes épidermoïdes qui surviennent sur des lésions précurseurs. Le carcinome basocellulaire survient de novo. Et nous avons également le mélanome en plus faible proportion, mais avec un impact et une mortalité beaucoup plus élevés. Alors justement, l'incidence du mélanome elle est plus faible par rapport à celle des autres tumeurs cutanées, mais il est responsable de la majorité des décès liés au cancer cutané. D'autre part, les lésions pigmentées en dermatologie, c'est plusieurs entités. Donc je fais signe au diagnostic différentiel du mélanome. Une lésion noire, une tumeur noire, ça peut être un névus, ça peut être une kératoséborique, ça peut être un CBC tatoué, un carcinome basocellulaire tatoué. Et notre hantise, c'est toujours d'éliminer le mélanome. Alors, le mélanome, c'est quoi? C'est une prolifération mélanocytaire maligne de très mauvais pronostic puisqu'il a un potentiel métastatique élevé, avec un taux de mortalité très élevé, 55 000 décès par an dans le monde. Son incidence est en nette augmentation en Tunisie et le traitement est inefficace au stade métastatique, même de nos jours. Et donc, le meilleur traitement, c'est le dépistage, c'est de faire le diagnostic à un stade précoce. Alors, voici le plan de ma présentation. On va parler épidémio, ensuite type anatomoclinique, un petit mot sur les principes du traitement et enfin l'expérience tunisienne en matière de mélanome. Et je commence par l'incidence mondiale. En 2017, l'OMS a stipulé qu'on compte 2 à 3 millions de cancers cutanés non mélaniques, principalement donc d'origine épithéliale, les carcinomes basocellulaires et les CBC, et 132 000 de cancers cutanés mélaniques, donc de mélanome. Ensuite, l'instance nationale d'évaluation de la santé en Tunisie, en 2021, elle disait que le nombre de nouveaux cas dans le monde est estimé à 324 635, donc pour les mélanomes, dans le monde, et en 2021, 107 nouveaux cas en Tunisie. Alors, il faut savoir qu'il y a des pays dans le monde à forte incidence, d'autres à plus faible incidence, et le plus haut taux d'incidence, c'est toujours enregistré en Australie. Concernant le sexe, dans le monde, c'est plus fréquent chez les hommes. Vous allez voir qu'en Tunisie, c'est un peu le contraire, il y a une prédominance féminine. Pour l'âge, c'est en général la tranche d'âge 50 à 60 ans. Il existe des cas pédiatriques, mais c'est très rare, puisque ça ne représente que 1 à 4% selon les séries, donc des cas de mélanome. Alors, ce qui est très important, c'est les facteurs de risque de mélanome. Quels sont les sujets à haut risque de développer un mélanome? Il y a des facteurs environnementaux, d'autres phénotypiques, d'autres génétiques, et il y a aussi les lésions précurseurs. Et pour les facteurs environnementaux, donc, comme j'ai insisté dessus, c'est l'exposition solaire, c'est l'exposition aux UV. Par quel mécanisme? Les UV qui vont accélérer la voie de signalisation BRAF de la mélanogenèse et donc induire le mélanome. Quand on dit UV, on dit aussi photothérapie, donc UVB, UVA, les cabines de bronzage, heureusement qu'on n'en a pas trop en Tunisie. Et il faut savoir que par rapport à l'exposition solaire, il y a 2 catégories d'exposition solaire, soit une exposition cumulative, répétée et intense dans le temps, soit des brûlures et des coups de soleil. Et donc là, selon la classification de la WHO en 2018, on fait signe que les mélanomes superficiels extensifs, par exemple, sont liés surtout à des coups de soleil. Par contre, le mélanome de Dubreuil sont liés à une exposition solaire chronique répétée. Pour le nodulaire, il peut être soit dû à l'un ou l'autre des mécanismes pathogéniques. Les traumatismes répétés, un autre facteur de risque, mais qui est toujours controversé, notamment pour la forme acrale des mélanomes. Alors,
Deuxièmement, les facteurs phénotypiques. Et quand on dit phénotype, le phénotype général du sujet, donc la couleur des cheveux, la couleur des yeux et les effets lides. Et vous savez qu'on a 6 phototypes de 1 à 6, du plus clair au plus foncé. Nous, ce qui nous fait peur le plus, c'est les phototypes donc, des sujets blancs et roux. Ceci dit, nous en Tunisie, on a plus de phototypes 3 et 4, donc peau qamhiya, mais même les sujets qui ont la peau qamhiya, ils font des mélanomes. D'accord? Alors, vous voyez ici, par exemple, pour les cheveux blancs, on a un risque relatif de 1,87 plus par rapport aux cheveux noirs. D'accord? Les effets lides aussi, c'est souvent associé au sujet de phototype 2. Pour le phénotype névique, là, il faut savoir que 70 à 80% des mélanomes surviennent de novo, donc sur une peau normale. Mais il y a une minorité, 20 à 30%, qui sont associés à des névis. Et ça dépend pour ces névis, ça dépend du nombre, ça dépend de la taille, de l'aspect, et ce qui va faire que le sujet est à plus haut risque de mélanome. Alors, pour les facteurs génétiques, 10% des mélanomes surviennent sur un contexte ou dans un contexte familial. Quand est-ce qu'on suspecte ce contexte familial? Quand on a une survenue à un âge précoce, moins de 50 ans, une survenue de 2 mélanomes dans 3 générations successives, survenue de plusieurs mélanomes chez le même individu, une localisation rare oculaire ou vaginale, ou des associations à des néoplasies autres, telles que le pancréas, le rein, mésothélium, etc. Et maintenant, de plus en plus, on connaît les gènes les plus impliqués en matière de mélanome. Il y a des gènes à pénétrance élevée, d'autres à pénétrance intermédiaire, et qui sont donc aussi impliqués dans d'autres néoplasies. Alors, en somme, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher les antécédents familiaux de mélanome, les phototypes clairs, l'immunodépression, l'exposition solaire intense ou fréquente et chercher les signes d'imprégnation solaire, l'héliodermie, les lentigos solaires chez les patients, et la présence de multiples névis, typiques ou atypiques, les névis dysplasiques, au-delà d'un certain nombre. Alors, avant de vous parler des entités cliniques ou anatomocliniques, j'aimerais vous parler de cette histoire naturelle du mélanome et du processus de mélanogenèse qui, en général, prend, selon ces théories biphasiques, d'abord une croissance horizontale et ensuite une croissance verticale qui va en profondeur. Et donc, ça donne, sur le plan clinique, l'aspect nodulaire et ça donne, bien sûr, un risque augmenté de métastase. Les voies de signalisation de plus en plus connues en matière de genèse du mélanome. Maintenant, on sait que la voie MAP kinase, c'est elle qui est responsable de la prolifération, différenciation, maturation cellulaire. Et ces voies de signalisation sont affectées par des mutations oncogéniques. Les 3 gènes oncogènes activés dans le mélanome, c'est surtout BRAF, NRAS, c-KIT. Le BRAF est le plus important puisqu'il est exprimé, la mutation BRAF, par plus de 50% des mélanomes. Et ça a un intérêt pronostique puisque c'est associé à un mauvais pronostic et aussi thérapeutique avec l'avènement des thérapies ciblées et les traitements adjuvants. Alors, en gros, comment on classe les mélanomes? Il y a une classification épidémiologique, anatomoclinique qu'on va voir tout de suite. L'agressivité aussi, il y a des mélanomes à évolutivité lente, d'autres à évolutivité rapide, et moléculaire et génétique. Donc ça, c'est avec les avancées en matière d'études génétiques, moléculaires et les thérapies ciblées. Alors, pour les types anatomocliniques du mélanome, il faut dire que c'est très varié sur le plan clinique. Avant, comment on diagnostiquait le mélanome? On regardait la lésion à l'œil nu, et après, la confirmation, c'est l'examen anatomopathologique. Donc, à l'œil nu, on va s'aider de la règle ABCDE, d'une manière comparative et analytique. C'est quoi la règle ABCDE? C'est A pour asymétrie, B, c'est pour débord irrégulier, C, c'est pour couleur inhomogène ou hétérogène, diamètre, c'est un diamètre, D pour diamètre plus que 6 mm, et E, c'est l'évolutivité rapide dans le temps. D'accord? Alors, je vais vous montrer ce premier quiz et je vais vous demander où se trouve le mélanome d'après votre avis, si on essaie d'appliquer cette règle ABCDE. Alors, en A, c'est un névus congénital. C'est un névus congénital, on le sait d'après l'histoire clinique du patient, mais aussi, et dans le névus congénital, on peut tolérer une petite asymétrie, une irrégularité des pourtours, et cet aspect irrégulier aussi en relief. Donc ça ne fait pas peur, c'est un névus congénital. Bon, on peut surveiller, mais il n'y a pas, pourquoi s'inquiéter. En B, c'est un névus bleu. C'est un autre type de névus. Donc en B, c'est le névus bleu, qu'on reconnaît cliniquement aussi. Et en C, c'est un névus dermique assez homogène, de couleur marron, donc il n'y a pas bien régulier, symétrique.
En D, par contre, qu'est-ce qu'il y a? C'est une lésion qui est asymétrique, qui a plus de 2 couleurs, qui a des pourtours irréguliers avec ce nodule en haut, donc c'est fortement suspect de mélanome, et c'était un mélanome superficiel extensif au stade nodulaire. Alors, de nos jours, le diagnostic de mélanome s'est beaucoup aidé d'un nouvel outil diagnostique qui est une sorte de loupe, mais une loupe numérique, c'est la dermoscopie, qui fait actuellement partie de l'examen clinique. La dermoscopie, c'est quoi? C'est un outil diagnostique donc de plus en plus utilisé en dermatologie, qui nous aide beaucoup pour le diagnostic des lésions pigmentées, donc pour le faire, le diagnostic positif et éliminer les diagnostics différentiels. C'est une technique qui est simple et qui nous permet un agrandissement d'au moins 10 fois la lésion. Et en même temps, c'est associé à un nouveau vocabulaire et une nouvelle sémiologie auquel on doit être formé. Donc, et actuellement, nous avons un CEC de dermoscopie à la faculté pour former les jeunes résidents, les jeunes dermatos. Alors, la règle ABCDE, on la retrouve également dans la dermoscopie. Et pour vous montrer plus l'intérêt de la dermoscopie, donc dans cette situation clinique, vous avez un patient qui consulte avec plein de lésions pigmentées au niveau du torse. Et c'est à vous de voir, est-ce qu'il y a déjà un mélanome et où est-ce qu'il se trouve? Alors là, ça revient à chercher le vilain petit canard, comme on le dit, grâce à la dermoscopie ou à la vidéodermoscopie. La vidéodermoscopie, c'est plus sophistiqué, c'est un appareil doté d'un logiciel qui permet de répertorier, stocker et de faire une cartographie corps entier pour les patients avec multiples névis. Donc ça permet aussi de suivre l'évolution dans le temps. La dermoscopie, donc le vilain petit canard, c'est le mélanome qu'on reconnaît maintenant facilement grâce à la dermoscopie et un vocabulaire qui est assez spécifique. Il y a aussi des signes donc, qui nous aident beaucoup, le réseau pigmenté atypique, les lignes ongulaires, le réseau inversé, les stries atypiques, le voile gris-bleu, etc. Et donc face à cette situation, nous allons retrouver soit des névis typiques bénins, soit des névis dysplasiques ou atypiques, soit un mélanome. Les névis dysplasiques, donc un petit mot, c'est des névis qui sont tout à fait bénins, mais qui présentent certaines caractéristiques atypiques, telles que par exemple une certaine asymétrie, des pourtours irréguliers, une hétérogénéité en couleur, mais même si on fait l'excision et l'examen ANAPAT, il peut répondre en névus dysplasique et c'est bénin et ce n'est pas une lésion précancéreuse, mais il faut savoir qu'au-delà d'un certain nombre, ça prédispose à l'apparition d'un mélanome ailleurs sur le tégument. Ici, pour vous montrer certains patrons qu'on retrouve pour les névis typiques bénins. Donc, il y a le réticulé, le globuleux, le patron homogène. Et il faut faire attention. Pour le patron homogène, ici, avec les globules en périphérie ou les pseudopodes et le patron multicomposé, il faut les interpréter avec précaution. Quiz numéro 2. Où se trouve le mélanome d'après votre avis? Donc, en A, c'est une lésion assez régulière, homogène, une seule couleur. Ça nous fait névus, cliniquement, d'accord? En B, je dirais kératosébóréique, c'est une tumeur noire à surface un peu kératosique, légèrement mamelonnée, mais bien limitée, hein, avec une petite asymétrie. En C, je dirais aussi kératosébóréique. Et en D, c'était un CBC, un carcinome basocellulaire tatoué. Alors, regardez maintenant si on fait l'examen dermoscopique. Donc, en A, ça me confirme l'origine mélanocytaire bénigne, c'est un névus névocellulaire bénin, typique. En C, c'est bien une kératosébóréique avec des pseudocommodants, des ouvertures folliculaires, donc des signes de kératosébóréique. En D, des signes de carcinome basocellulaire, des signes dermoscopiques, les globules blancs, les globules noirs, les nids ovoïdes, etc. Mais en B, regardez cet aspect asymétrique avec ce réseau inversé en périphérie, ce voile blanc et ces globules atypiques et ces points en périphérie, et c'était un mélanome. Et donc, pour vous dire, l'intérêt de la dermoscopie dans le diagnostic précoce, surtout des mélanomes. Alors, il faut savoir que pour les autres diagnostics différentiels, nous avons également des signes bien spécifiques dermoscopiquement. Et donc, je passe pour parler des aspects cliniques. Alors, en gros, nous avons trois grands types de mélanomes, les lentigineux, les superficiels extensifs et les nodulaires. Dans les lentigineux, on va mettre le lentigo malin de Dubreuil, le mélanome acrolentigineux et le mélanome des muqueuses. Après, on va les voir en détail avec le Dr Boudawara, donc pour les détails ANAPAT, et le SSM et le nodulaire.
Et juste pour vous dire que le nodulaire, il prend rapidement une phase de croissance verticale. Par contre, le SSM, il a cette phase de croissance horizontale, puis nodulaire. Pareil pour le lentigo malin de Dubreuil. Alors voici les 4 grands types donc, du mélanome. Nous allons commencer par le mélanome nodulaire qui touche plus l'homme que la femme. La tranche d'âge c'est 50-60 ans. Il est de siège ubiquitaire. Le nodulaire il peut siéger sur des zones photo-exposées ou photoprotégées et ça se voit sous la forme de nodules pigmentés, parfois homogènes, parfois c'est polychrome, plus ou moins ulcérés. Et donc là vous voyez l'image dermoscopique aussi très caractéristique. Le mélanome superficiel extensif, donc tranche d'âge 40-50 ans, femme plus que l'homme, ça survient surtout au niveau du tronc chez l'homme, jambes chez la femme, donc sous forme de macules pigmentées hétérogènes, surmontées ou non, donc ça c'est le stade initial, ensuite il va être surmonté donc d'un nodule, et donc là c'est un SSM au stade nodulaire. Le mélanome acrolentigineux de siège plantaire, palmaire ou inguéal et qui donne cette macule pigmentée atypique initialement avec l'évolution ultérieurement vers donc l'aspect nodulaire à un stade avancé. Et un petit mot sur la mélanonychie. La mélanonychie, c'est quoi? C'est une pigmentation brune ou noire disposée en bande au niveau de la tablette inguéale. Elle peut être monodactylique. Et là, c'est là où il faut faire attention pour pouvoir éliminer le mélanome, parce que ça peut être un lentigo simple, ça peut être un névus, névocellulaire. Quand c'est polydactylique, en général, on n'a pas de problème. C'est soit ethnique, soit c'est médicamenteux. Et le problème, c'est de ne pas laisser passer un mélanome débutant et de ne pas en même temps provoquer trop de mutilation inguéale en faisant l'exérèse, puisque ça va donner une dystrophie définitive de l'ongle. Alors là, par exemple, je vous montre un cas ici de mélanome. Pardon. Donc, je vous montre ici un cas de mélanome inguéal. Regardez, c'est une bande mélanonychique qui est très large, qui est polychrome. Déjà, on a 3 couleurs. Avec un signe de Hutchinson, c'est la coloration au niveau du repli inguéal. Regardez là, le repli qui est coloré. Et en même temps, c'est une tumeur qui est ulcérée, donc c'était fortement suspect et c'était un mélanome. Là, par contre, on est plus rassuré. C'est une bande qui est assez homogène, une seule couleur, des bords parallèles et qui n'est pas très large. Et c'était donc un névus. L'hématome sous-inguéal, c'est un diagnostic différentiel, bien sûr, qu'on reconnaît facilement cliniquement. Alors, je passe pour parler du mélanome de Dubreuil. Le mélanome de Dubreuil touche surtout la femme âgée de plus de 60 ans, surtout au niveau du visage et du décolleté. Et il est associé à une exposition solaire prolongée, cumulative. Le diagnostic différentiel, c'est le lentigo solaire, c'est ces taches solaires qu'on peut voir fréquemment chez les sujets, donc surtout chez les femmes à partir d'un certain âge. Donc regardez ici, c'est homogène, c'est brun clair, et c'est bien limité. Le mélanome muqueux, c'est une entité qui est rare, ça peut se voir au niveau de la bouche, au niveau de la vulve. Le diagnostic est souvent tardif puisque c'est une localisation assez cachée et souvent on le découvre à un stade avancé. Les diagnostics différentiels des tumeurs mélanocytaires autres mais bénignes qui peuvent se voir au niveau des muqueuses comme la mélanose vulvaire ou la macule labiale mélanotique, ça on en voit. Le mélanome achromique aussi, c'est une entité qui est rare et qui pose le problème de diagnostic différentiel avec plein d'autres carcinomes ou même botryomycome. Et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment toujours avoir la biopsie facile. C'est elle qui va nous guider. Le phénomène de régression pour le mélanome, juste un mot, donc c'est le fait de perdre, c'est une perte totale ou partielle de mélanocytes qui va être remplacée par de la fibrose histologiquement et vous allez avoir cet aspect clinique, donc dépigmenté au sein de la tumeur mélanocytaire. Alors, pour les métastases du mélanome, ça peut donner des métastases cutanées. Les métastases en transit, c'est sous forme de lésions pigmentées suivant le trajet lymphatique. Des métastases cutanées à distance, sous forme de lésions pigmentées ou de nodules sous-cutanés. Des métaganglionnaires, évidemment, à distance, c'est surtout poumon, foie, cerveau, et l'intérêt de la tomodensitométrie et du TEP. Alors, voici des métastases cutanées en transit, d'un mélanome acralentigineux au stade nodulaire, plantaire. Et vous voyez, là, donc, c'est des métas en transit. Ça, c'est une métastase cutanée érysipéloïde au niveau de la fesse d'un SSM. Et bien sûr, le diagnostic final, c'est toujours histologique. La stadification, on se base sur la 8e édition AJCC. Et juste une remarque, la stadification doit se faire sur la pièce d'exérèse définitive, finale.
et non pas sur une biopsie, pour ne pas sous-estimer l'indice de Breslow. L'indice de Breslow, c'est un indicateur pronostique très important en matière de mélanome, c'est l'épaisseur tumorale qui nous est donnée par le pathologiste. D'accord? Donc il faut faire la stadification sur la pièce d'exérèse pour ne pas sous-estimer l'indice de Breslow. Alors en bref, on a fait l'examen clinique, on fait la dermoscopie, l'examen histologique. Diagnostic fait, on va stadifier la tumeur, bilan d'extension, on présente le dossier en RCP et on doit traiter. Alors rapidement, juste pour le traitement, donc 2 mots. Pour les stades de maladies localisées, c'est bien sûr la chirurgie, l'exérèse carcinologique avec des marges bien définies, plus ou moins radiothérapie. Pour le stade 3, maladie régionale, on va faire le curage ganglionnaire, plus ou moins radiothérapie et traitement adjuvant. Et on va voir c'est quoi le traitement adjuvant. Pour le stade 4, c'est la maladie métastatique. Et normalement, on peut faire soit chirurgie de métastase, soit chimiothérapie, radiothérapie ou traitement adjuvant. Alors, les traitements du mélanome métastatique, ça a connu vraiment de l'essor ces dernières années. Et depuis les années 2011, avec l'avènement des immunothérapies, donc des immunités, c'est pour viser l'immunité antitumorale, c'est des inhibiteurs de checkpoint, les anti-PD1, les anti-CTLA4. Et en tête de liste, on va trouver l'ipilimumab, et le nivolumab, l'anti-PD1, avec une toxicité assez importante et surtout des effets indésirables d'ordre auto-immun. Les thérapies ciblées qui vont cibler une mutation sur la voie de signalisation MAP kinase dont on a parlé tout à l'heure, et les plus connus, c'est les inhibiteurs BRAF, les vemurafenib, et les anti-MEC, et en général, on donne l'association pour minimiser les effets secondaires. Les indications des traitements adjuvants, que ce soit immunothérapie ou thérapie ciblée, première indication, c'est le mélanome métastatique ou inopérable. La première question qu'il faut se poser, c'est le statut BRAF. Donc, si on n'a pas de mutation BRAF, on va donner l'immunothérapie. Si on a une mutation BRAF positive, on va privilégier les thérapies ciblées. Mais pour les mélanomes d'évolutivité lente, on peut également donner l'immunothérapie. Deuxième indication, c'est un traitement d'adjuvant après exérèse complète de la tumeur, après exérèse de la tumeur primitive, après curage ou après métastasectomie. Il y a aussi plein d'autres nouvelles thérapeutiques en matière de mélanome. Il y a les TVEC, il y a les TIL, il y a les LAC3 inhibiteurs qui sont toujours d'actualité. La surveillance, bien sûr, c'est selon le stade, donc clinique, imagerie, et on va voir tout à l'heure avec Dr Samaï certainement la place du TEP. Et pour la survie, bien sûr, le mélanome localisé, c'est 98% de survie relative à 5 ans. Par contre, au stade métastatique, c'est uniquement 15% de survie à 5 ans. Alors, je passe à la dernière partie, le mélanome expérience tunisienne, et je vais partir de cas cliniques du service. Donc ça, là, c'est un patient de 70 ans qui nous a consulté pour une lésion de la face typique de carcinome basocellulaire. Donc, il est venu pour une lésion de la face, mais en l'examinant, c'était un CBC, donc on l'a traité, il n'y a pas de problème. Au niveau du dos, il avait cette lésion pigmentée qui nous évoquait une kératose séboréique. Donc, c'est comme l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. On l'a traité par cryothérapie et un mois après, regardez le résultat, c'était assez chaotique sur le plan clinique. Donc, c'était polychrome, irrégulier avec des zones de régression et c'était un SSM, kératose séboréique-like. Deuxième cas clinique, une jeune étudiante qui présentait cette bande mélanonichique très évolutive. Regardez, c'est elle-même qui prenait les photos à chaque fois. Et regardez donc au fil des mois comment ça évolue. Donc l'élargissement de la bande, le noircissement, foncissement de la bande également. On s'est demandé est-ce que c'est un mélanome névus ou lentigo. Et là, il a fallu vraiment avoir l'avis des experts en anatomopathologie qui ne font que pas que, mais qui font beaucoup de cas de mélanonichie et à la fin, on a pu faire le diagnostic de lentigo matriciel. Alors là, c'est deux hommes qu'on vient de voir en fait février donc 2023. Ce premier patient avec cette lésion pleine du décolleté devenant nodulaire depuis 5 mois, la dermoscopie, chaotique, ulcération, réseau atypique, voile gris-bleu, donc tous les signes d'un mélanome, et c'était un SSM au stade nodulaire. Un deuxième patient, à peu près du même âge, lésion plane du flanc depuis des années, mais un nodule qui est apparu depuis quelques mois, et c'était également un SSM au stade nodulaire. Alors, dernièrement, donc la semaine dernière, on va devoir ce patient, 45 ans, phototype 3, et qui est consulté pour cette lésion axillaire. Regardez, c'est une lésion papuleuse noire avec un nodule central.
Et à première vue, on avait fait le diagnostic de mélanome. C'était bien confirmé par l'examen dermoscopique et l'ANAPAT nous répond mélanome SSM. Alors, les données épidémiocliniques du mélanome en Tunisie, c'est des données qui sont pauvres. Il n'y a aucune étude épidémiologique ou anatomoclinique exhaustive et le taux d'incidence standardisé est de 0,5 à 0,7 cas par 100 000 habitants par an. Donc, on est un pays à faible incidence. D'accord. Ici, je vous expose les résultats d'un travail qui a été fait à Sfax durant une douzaine d'années, colligeant donc tous les cas de mélanome diagnostiqués et suivis à l'hôpital, donc avec l'aide du laboratoire d'anatomopathologique, donc 115 cas de mélanome cutané sur 12 ans, à raison de 9,6 nouveaux cas par an. En même temps, si on voit la série antérieure de l'année 1990 à l'année 2000, regardez, il y a quand même une ascension. 5 nouveaux cas par an pour la première série versus 9,6 nouveaux cas dans la deuxième série. Le type histologique prédominant, c'était l'ALM, l'acro-lentigineux, d'accord, 36,8%. Et le SSM, remarquez ici, donc l'augmentation de la fréquence du mélanome superficiel extensif donc, par rapport aux deux séries. Donc des années 90 aux années 2000, l'SSM il est largement en augmentation. Alors dernièrement, on avait réalisé ce travail multicentrique, le mélanome en Tunisie. Donc c'était une étude épidémioclinique et évolutive, c'était la thèse de mon ami Shaima Kouki. C'était donc, on a colligé tous les cas de mélanome suivis aux différents services de dermatologie, je dis bien de dermatologie, de la Tunisie. Donc, au fil des séries tunisiennes, il y a plein de séries tunisiennes, mais seulement régionales. Donc, notre étude, c'était une première étude multicentrique. Il n'y a pas de registre, il n'y a pas de statistiques validées. Nous avons colligé 220 cas de mélanome primitif en 10 ans, de 2011 à 2020, donc soit 11 à 43 nouveaux cas par an. Certainement, le nombre est largement sous-estimé. Il y a plein de pertes de vue, mais aussi à cause de la disparité des services d'accueil. Et regardez ici, si vous voyez le service de dermatologie d'accueil, on est en tête de liste, donc Sfax et Sousse, Sfax avec 89 cas, Sousse avec 59 cas. Et là, on signale l'intérêt de la RCP, puisque la RCP ne se fait qu'à mélanome, la RCP oncodermato ne se fait qu'à Sfax et à Sousse. À Tunis, c'est un peu dispersé entre onco et dermato et aussi l'Institut de Salah Azaïs. Alors, concernant notre série, le sexe, il y avait une légère prédominance féminine. D'ailleurs, c'est concordant avec les autres séries tunisiennes. L'âge, en moyenne, c'est 60,9 ans. Donc, le diagnostic tardif, pourquoi? Parce qu'aussi, c'est la forme plantaire acro-lentigineux, donc l'ALM qui est la plus fréquente. 2 cas pédiatriques seulement sur 220 cas. La topographie, donc c'est les membres inférieurs, c'est la plante, puisque la forme la plus fréquente, c'est l'ALM. Voilà, donc l'ALM toujours le plus fréquent, le mélanome à extension superficielle en augmentation, donc 21,8% versus 17,9% pour l'étude de Hariz en 2013. Pour les facteurs histopronostiques, juste un mot sur le Breslow. Ce qui nous intéresse le plus, l'épaisseur tumorale, et on voit des mélanomes épais. Donc des mélanomes épais, encore plus épais au sud du pays. Peut-être les gens ne consultent pas aussitôt. Et pour le bilan d'extension, 74% n'ont pas de métastase au stade du bilan d'extension initial. Donc ça, c'est bon. Pour le ganglion sentinelle, on l'avait fait uniquement pour 4 patients sur les 220 cas, donc négatif dans tous les cas, mais ça reste une technique assez valorisante. Pour la mortalité, un taux d'essai à un an de 11,4% plutôt 28% entre 1 et 5 ans, et une survie globale moyenne de 33 mois. Alors certainement, c'est une première étude multicentrique nationale, mais les données, vous voyez que c'est biaisé. Le sous-type majoritaire en Tunisie, c'est l'acro-lentigineux, mais le superficiel extensif est en nette augmentation, et on va rejoindre un peu l'épidémiologie européenne et mondiale. La localisation préférentielle, c'est les membres inférieurs, le siège plantaire. L'indice de Breslow moyen, 6,9 mm, c'est beaucoup. Le stade AJCC le plus représenté, c'était le stade 2. Et la survie moyenne, donc 33 mois, survie moyenne sans métastase, 19 mois.
donc c'est quand même catastrophique. C'est une étape préliminaire à l'élaboration d'un registre national, donc nous, vraiment, on rêvait de faire ce registre national de mélanome, c'est assez important, et privilégier les études, surtout moléculaires, génétiques, et aussi les aspects dermoscopiques du mélanome. Maintenant, quelle prise en charge du mélanome en Tunisie? Je finis par ce cas clinique parce que c'est un cas qui me tient à cœur, et en même temps pour vous montrer la situation en Tunisie. C'était un jeune de 33 ans que j'ai vu en mai 2020. Alors pour cette tumeur géante au niveau de la paroi thoracique antérieure, survenant sur un névus congénital. Donc c'était un névus congénital qui s'est transformé en mélanome. Il cachait sa lésion en même temps avec la pandémie Covid, il n'a pas consulté. Et en même temps, il avait des névis multiples, des adénopathies déjà axillaires visibles à l'examen et un nodule sous-cutané dur du flanc droit, et c'était une métastase de mélanome. Alors, le bilan d'extension a révélé une métastase pancréatique et thyroïdienne. On avait fait l'exérèse de la tumeur. C'était un mélanome nodulaire polypoïde avec un Breslow de 14 mm, donc très très épais. Macrométastase ganglionnaire, un nodule de perméation basithoracique. Et on avait fait la recherche de la mutation BRAF. C'était positif. Il a été mis sous dabrafénib, tramétinib, des boîtes qui lui ont été fournies par un oncologue de ville. On avait demandé le traitement auprès de la CNAM, mais on n'a rien eu. Et l'évolution, c'était rapidement des métastases un peu partout. Il a eu de la radiothérapie, de la chimiothérapie, la dacarbazine, mais il décédait à l'âge de 34 ans. Donc c'était vraiment très triste. En Tunisie, on n'a pas de recommandation nationale pour le mélanome. Les recommandations, ASFAX, on a pu faire des recommandations régionales en 2017. Pour les mélanomes métastatiques, ce qu'on a, c'est la chimiothérapie, la dacarbazine, le déticène, donc il est disponible. La radiothérapie, oui, elle a sa place dans certaines indications. On n'a aucune molécule d'immunothérapie ni de thérapie ciblée jusqu'à ce jour. Mais dernièrement, tout dernièrement, donc fin 2021, l'INEAS qui recommande l'allocation de ressources publiques aux Elboraf, c'est l'anti-BRAF, c'est le vemurafénib en monothérapie dans la prise en charge de première intention des patients atteints de mélanome non résécables ou métastatiques portant la mutation BRAF sous réserve d'une baisse de prix. Donc, on espère avoir un jour le vemurafénib en Tunisie. Alors, le mélanome, c'est tumeur noire, assez méchante, potentiellement mortelle, qu'il faut savoir prévenir. Comment prévenir le mélanome? Alors, la prévention primaire, c'est surtout la photoprotection et les moyens de prévention contre le soleil, les campagnes d'information. La prévention secondaire, c'est de faire les exérèses préventives des névis à haut risque de transformation et le suivi des sujets qui portent des névis dysplasiques ou multiples névis typiques ou atypiques, le dépistage grâce aux campagnes de diagnostic précoce, l'éducation à l'autodétection et à l'autosurveillance des patients eux-mêmes et l'application de la règle ABCDE, la surveillance des sujets à haut risque, c'est 2 fois par an, et l'information de la population générale. Il y a plein de journées de sensibilisation qui se font chaque année un peu partout dans le monde et en Tunisie, mais il faut aussi qu'on s'y mette. Donc c'est surtout, ça se fait en mois de mai parce que c'est le début de l'été. Et il faut aussi qu'on s'adresse aux enfants, c'est très important. Donc il faut se protéger dès l'enfance, il faut éviter ces brûlures, ces coups de soleil qu'on prend donc, à la plage l'été. Il faut toujours dire qu'il faut éviter le soleil entre 11h et 16h puisque c'est le maximum des quantités d'UV qu'on reçoit, d'accord? Et actuellement avec le réchauffement climatique, ça vraiment, on doit s'attendre au pire. Il faut toujours rechercher l'ombre, il faut se couvrir. Il y a des pulls anti-UV, il y a des vêtements anti-UV, la photoprotection par les écrans solaires et il faut savoir les réappliquer toutes les 2-3 heures et toujours protéger les peaux les plus jeunes, les peaux fragiles. Pour les sujets à risque, examinez-vous et faites-vous examiner par votre médecin 2 fois par an. Et donc voilà, pour conclure, le mélanome cutané, c'est un des cancers les plus méchants. Il a des aspects cliniques très variés. La dermoscopie, c'est un outil nouveau d'un grand apport diagnostique très très important auquel donc, on doit être formé, on doit former notamment les dermatos. En Tunisie, le mélanome est encore méconnu.